Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Point de vue. Collection dirigée par Denis Prienne. Et François Manga Akoa. Déjà paru. Maurice Ngonika, Congo-Brazzaville, 50 ans. Quel bilan, 2010. Dieudonné YELIKATAMU. La musique au cœur de la société congolaise, 2010. Mahamat Massoud, la Banque des États de l'Afrique centrale, 2010. Chanda TONME, Analyse circonstanciée des relations internationales 2009-2010. Alassane KHODLA, Le Sénégal sous Wade, 2010. Gérard BOSSOLASCO, Éthiopie à la une. Journaux et publicités. 1865 à 1935, 2010. Jean-Célestin EDJANGUE, Les colères de la faim, 2010. Jean-Célestin EDJANGUE, Cameroun, Un volcan en sommeil, 2010. Gilbert Top, Communication politique et développement en Côte d'Ivoire, 2010. Alexandre WATTIN, Les détachements hawks-éperviers au Tchad 1986 à 1989, 2010. Essai à Mouzou, Gilles-Christ Olympio et la lutte pour la libération du Togo 2010. Alexandre Gerby, Décolonisation de l'Afrique ex-française 2010. Ignace Nian, Le développement de l'Afrique, un devoir pour les Africains 2010. Yahya Sy, Légitimation de l'esclavage et de la colonisation des nègres 2009. Emmanuel KNGNEPO-KAM, La France et les États-Unis au Cameroun 2009. Introduction. L'humanisme est un courant de pensée qui apparaît pendant la Renaissance. Il consiste à valoriser l'homme, à le placer au centre de son univers. Dans cette optique, le principe de base de cette théorie est que l'homme est en possession de capacités intellectuelles potentiellement illimitées. La quête du savoir et la maîtrise des diverses disciplines sont nécessaires au bon usage de ces facultés. Il prône la vulgarisation de tous les savoirs, même religieux. Pour certains humanistes, la parole divine doit être accessible à toute personne, quelles que soient ses origines, sa langue, traduction de la Bible par Erasme en 1516 ou sa catégorie sociale. Le terme religion, latin religio, à son tour, désigne un ensemble de rites, croyances, règles éthiques et pratiques, voire de dogmes, adoptés par une société, un groupe ou un individu. Cette religion est le plus souvent en rapport avec une notion de divinité ou de réalité transcendante. Le terme religion naturelle, cependant, désigne une doctrine qui s'appuie sur les seules inspirations de la raison et du cœur. On désigne souvent par religion les pratiques et rituels d'une communauté sociale. Le mot religion n'a pas d'équivalent précis dans les langues anciennes, hébreu, grec et latin. La notion de religion serait une invention des temps modernes. La théorisation du phénomène, son étude et sa définition apparaissent avec la Renaissance et les grandes découvertes qui amènent les Européens à s'interroger sur la spécificité du christianisme et sa ressemblance aux autres religions. Il existe deux grands berceaux des religions contemporaines sur Terre, qui ont émergé il y a 3 à 4 000 ans. Les religions abrahamiques, le judaïsme, le christianisme et l'islam, proviennent géographiquement du croissant fertile qui s'étend de la région où naquit Abraham, actuel Irak, jusqu'à l'Égypte. Elles se décrivent comme étant monothéistes, par opposition au passé polythéiste du bassin méditerranéen, et révélées. L'hindouisme est né au nord du sous-continent indien, actuel Bihar et Uttar Pradesh et confins sud du Népal. On peut néanmoins les décrire comme une forme de polythéisme énothéiste, ou même panenthéiste pour l'hindouisme. Mais quelle est la source de l'humanisme ? Naissance de l'humanisme, le retour aux anciens. Dans l'Antiquité grecque, c'est sans doute Protagoras, celui de l'homme et la mesure de toute chose, qui représente le mieux le scepticisme antique à l'égard des divinités. L'humanisme classique est un mouvement de pensée qui s'est développé en Italie pendant la Renaissance, en réaction au dogmatisme rigide, notamment religieux, du Moyen Âge. Il propose de renouer avec les valeurs, la philosophie, la littérature et l'art de l'Antiquité classique qu'il considère comme le fondement de la connaissance. Les humanistes de la Renaissance sont des érudits qui ont soif de savoir. Ils affirment leur foi dans l'être humain qu'ils mettent au centre de leurs préoccupations,
et dont il recherche l'épanouissement. L'humanisme propose de nouvelles valeurs fondées sur la raison et le libre arbitre. Grâce à l'invention de l'imprimerie, il s'est développé dans toute l'Europe et a notamment donné naissance à la Réforme. Par extension, dans son sens moderne, l'humanisme désigne tout mouvement de pensée idéaliste et optimiste qui place l'homme au-dessus de tout, qui a pour objectif son épanouissement et qui a confiance dans sa capacité à évoluer de manière positive. L'homme doit se protéger de tout asservissement et de tout ce qui fait obstacle au développement de l'esprit. Il doit se construire indépendamment de toute référence divine. Le mouvement humaniste au XVe et XVIe siècle nous démontre que c'est avec Pétrarque, 1304 à 1374, que naît en Italie le mouvement humaniste de la Renaissance. Le poète commence par recueillir les inscriptions sur les vieilles pierres de Rome et poursuit dans les manuscrits sa quête des anciens. Il retrouve ainsi des lettres de Cicéron, ressuscitant un écrivain statufié par les écoles. Il s'illustre également en détectant un faux document, au profit de son souverain. Lorenzo Valla, 1407 à 1457, lui aussi, va traquer la vérité historique, préconisant l'étude philologique des textes et le retour à la pureté classique. Parti d'Italie, l'humanisme rayonne dans toute l'Europe cultivée. Les humanistes du XVe siècle s'efforcent de retrouver l'authenticité de la pensée des anciens, perdue sous les multiples adaptations et interprétations chrétiennes du Moyen Âge. Ils étudient les langues anciennes, grec, hébreu, latin classique, syriaque, et recherchent des manuscrits dans tout le monde méditerranéen. Rabelais, l'humaniste, que nous a-t-il apporté ? Humanisme, c'est une doctrine définie aujourd'hui comme celle qui a pour objet le développement des qualités de l'homme, Larousse. Cette notion définit plus particulièrement le mouvement qui unit au XVIe siècle les humanistes des pays européens. Origine et définition, le mot humanista naît en Italie au XIVe siècle. 2 veut dire professeur de grammaire et de rhétorique. Les humanistes ne sont pas forcément professeurs, mais évoquent un certain savoir pour les langues anciennes. Le mot humanisme est bâti sur le mot homme. Il s'agit de rendre grâce à l'effort de la raison vers un modèle que l'on juge de perfection dans tout domaine, morale, politique, art. Pour l'être humain, cela suppose de redécouvrir d'autres ensembles de littérature gréco-latine, donc réformer l'enseignement. Cela touche donc les intellectuels et l'élite qui allaient au collège. En Italie, au XIVe siècle, Pétrarque et d'autres humanistes cherchent à redécouvrir des manuscrits anciens latins et grecs. On constate que sous Louis XI, il y a un mélange de français et d'italien qui travaillent en France et c'est la Renaissance italienne qui arrive dans nos pays. Rabelais est un humaniste. Ce fut un précurseur dans ce domaine. De plus, grâce à sa culture et ses nombreux voyages, notamment en Italie, il a pu développer et agrandir cette doctrine. Rabelais a développé ses idées d'humaniste dans de nombreux domaines tels que la paix et la guerre. Les idées de Rabelais sont développées dans Gargantua et pourraient être résumées ainsi. Rabelais est contre la guerre de conquête et pense que le bon prince doit être charitable. Quelles sont les solutions pour éviter la guerre ? La seule guerre qui soit valable étant celle qui est défensive. Rabelais explique aussi comment cette guerre doit être menée. Rabelais est donc un des membres fondateurs de l'humanisme, il a apporté beaucoup pour ce dernier. Nouveaux concepts, nouvelles idées. Sa réflexion pédagogique originale est basée sur une vision de la pédagogie qui démontre que l'érudition n'est pas une fin en soi. Acquérir le savoir, c'est chercher à faire progresser l'humanisme, à l'amener de l'état d'enfance à celui de culture. D'où de nombreux récits pédagogiques comme Erasme 1529, Rabelais 1532, Montaigne 1589. Ils veulent être plus pédagogiques avec les élèves et respecter l'équilibre entre les disciplines intellectuelles, physiques, morales et sociales. Les humanistes essaient donc de changer les élèves du collège, secondaire et universitaire. Ils sont très optimistes. Ils relisent les littératures antiques, en essayant de les appliquer au monde actuel. Bien qu'en lisant les textes païens, ils ne s'opposent pas au catholicisme. À l'inverse des catholiques qui acceptent mal leur position, en particulier la méthode de travail. Les théologiens ont une vision pessimiste de l'humanisme. Les humanistes sont pacifistes car ils ont un esprit cosmopolite. Ils sont réformateurs et non révolutionnaires.
Depuis le XIXe siècle, le terme d'humanisme désigne le mouvement de rénovation des lettres et de la pensée s'appuyant sur l'étude des textes antiques qui se dessina dès le XIIIe siècle en Italie, et qui s'épanouit jusqu'au XVIe siècle dans l'ensemble de l'Europe de la Renaissance. Mais le mot se trouve investi de plusieurs significations, selon qu'on le limite strictement dans le temps, ou qu'on l'applique, par extension, à des états d'esprit ultérieurs, signification dont le seul point commun est de privilégier une philosophie résolument optimiste de l'homme. Ainsi, cet humanisme vise à lutter contre l'ignorance, et à diffuser plus clairement le patrimoine culturel, y compris le message religieux. Cependant l'individu, correctement instruit, reste libre et pleinement responsable de ses actes dans la croyance de son choix. Les notions de liberté, ce que l'on appelle le libre arbitre, de tolérance, d'indépendance, d'ouverture et de curiosité sont de ce fait indissociables de la théorie humaniste classique et des droits de l'homme, droits humains, ou droits de la personne. Ces droits sont un concept selon lequel tout être humain possède des droits universels, quel que soit le droit positif en vigueur ou les autres facteurs locaux tels que l'ethnie ou la nationalité. Le qualificatif d'universel a été inscrit dans le titre de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 à l'ONU, à l'initiative de René Cassin. Les droits de l'homme sont donc des prérogatives reconnues aux individus, considérées comme essentielles à la démocratie et à la paix, par conséquent généralement reconnues par des normes de valeur constitutionnelles et ou par des conventions internationales, afin que leur respect soit assuré si besoin est même contre l'État. De là, il y a des questionnements qui s'imposent. Les grandes interrogations. Aujourd'hui, on peut même se demander si l'universalité des droits humains est possible. Mais que veut dire droits humains ? Quel rôle peut jouer la République dans l'humanité ? L'humanisme désigne toute pensée qui met au premier plan de ses préoccupations le développement des qualités essentielles de l'être humain. De ce point de vue, comment lutter contre le racisme, le fanatisme, l'esclavagisme, le colonialisme, l'obscurantisme et l'ignorance de l'homme au XXIe siècle ? Pour répondre à ces questions, nous allons présenter ce travail de la manière suivante. Chapitre 1 – L'homme au centre de l'univers. Chapitre 2 – Les droits dans le temps et dans l'espace. Chapitre 3 – De la cruauté aux droits de l'homme. Chapitre 4 – L'éthique des convictions. Chapitre 5 – Les droits de l'homme. Chapitre 6 – La République. Chapitre 7 – La laïcité. Chapitre 1 – L'homme au centre de son univers. Dans l'acception actuelle, l'humanisme s'inspire de cette définition philosophique. On parle par exemple de l'humanisme militant de Voltaire. Depuis Montaigne, l'humanisme, ainsi conçu, a été un des éléments les plus constants de la pensée française. L'humanisme pratique ou moral consiste à s'imposer vis-à-vis de tout être humain des devoirs et des interdits éthiques, ne pas tuer, ne pas torturer, ne pas opprimer, ne pas asservir, ne pas violer, ne pas voler, ne pas humilier. Fondé sur le respect et la justice, cet humanisme-là revient donc à respecter les droits fondamentaux de l'être humain. C'est dans ce sens qu'André Comte-Sponville s'exprime, l'homme n'est pas mort, ni comme espèce, ni comme idée, ni comme idéal. Mais il est mortel, et c'est une raison de plus pour le défendre. D'autre part, un courant humaniste en émergence depuis les années 1970 est désigné sous l'appellation d'humanisme environnemental, ou d'écologie humaniste, développant une philosophie de l'évolution de l'homme. Un humanisme et individu, 1. Vers 1530, le renouveau et l'expansion intellectuelle semblent fédérer la culture européenne. La confiance dans le progrès humain, dans la civilisation, dans la capacité humaine à embrasser la connaissance qui caractérise une philosophie optimiste et conquérante inspirée du platonisme, dont le symbole serait Pic de la Mirandole et ses connaissances mises en valeur dans l'encyclopédie. En effet, la multiplicité des curiosités, le mélange entre rationalisme et magie, l'absence de spécialisation par la diversité des talents unissent les gens de religion et les artistes, Léonard de Vinci, les lettrés, tels Rabelais et les auteurs de la Pléiade, et les philosophes scientifiques, Bacon. Des sciences nouvelles apparaissent, philosophie politique, géographie, cosmologie, et la pensée historique fait des progrès décisifs. La Renaissance. Celle-ci, à son tour, est une période de rénovation littéraire, artistique et scientifique,
qui prit place en Europe par la diffusion de connaissances nouvelles parmi un milieu lettré. Ce mouvement eut comme origine la Renaissance italienne. Une pré-Renaissance se produisit dans plusieurs villes d'Italie dès le XIVe siècle, Trecento, se propagea au XVe siècle dans la plus grande partie de l'Italie, en Espagne, dans certaines régions d'Europe du Nord et d'Allemagne, sous la forme de ce que l'on appelle la première Renaissance, Quattrocento, puis gagna l'ensemble de l'Europe au XVIe siècle, Cinquecento. Dans le courant du XVe siècle et au XVIe siècle, ce mouvement permit à l'Europe de se lancer dans des expéditions maritimes d'envergure mondiale, connues sous le nom de Grandes Découvertes. La Renaissance s'accompagna aussi d'un ensemble de réformes religieuses et de progrès scientifiques, tels que 1. La diffusion de l'information par l'imprimerie. L'une des découvertes qui eut le plus d'impact sur les hommes de la Renaissance fut la découverte de l'imprimerie. Avant l'invention de ce procédé par Gutenberg vers 1450, l'écriture des livres était faite à la main par des clercs qui étaient les seuls capables de maîtriser les techniques d'écriture. Au XIe siècle et XIIe siècle, les manuscrits étaient retranscrits par des moines dans les scriptoria. C'était l'une des deux principales tâches des moines à l'époque. Ils les embellissaient par des enluminures. D'autre part, la langue employée dans les manuscrits était le latin. Les universités disposaient d'un quasi-monopole dans l'éducation et la diffusion de l'information. Les puissantes universités de Bologne, de Paris, de Salamanque, d'Oxford et de Cambridge étaient seules habilitées à diffuser le savoir, selon les méthodes éprouvées de la scolastique. Le droit était l'une des principales disciplines dans ces universités. Le savoir était ainsi réservé aux clercs, qui disposaient de l'éducation nécessaire à la compréhension des textes. L'imprimerie permit brusquement d'ouvrir l'accès à la connaissance à d'autres cercles. Il devint possible, par l'édition de livres à partir du milieu du XVe siècle, de mieux comprendre les faits. Par exemple, l'Imago Mundi de Pierre d'Ailly fut écrit en 1410 et imprimé en 1478. Il fut l'un des fondements de la connaissance géographique utilisée par Christophe Colomb et les navigateurs pendant les grandes découvertes. Les textes imprimés bouleversèrent la hiérarchie des valeurs. À l'Université de Paris par exemple, la faculté des arts devint au XVIe siècle la faculté la plus prestigieuse devant celle de théologie. Pendant la Renaissance, on emploie de plus en plus l'or, l'argent, le fer, le cuivre, en majorité ramenés du Nouveau Monde. C'est l'une des conséquences de la découverte de nouvelles terres, à savoir la recherche et l'exploitation de nouvelles matières premières, minerais, métaux, sel, fruits et légumes, charbon, pétrole. Le procédé de l'amalgame apparaît pour le traitement de l'argent. 2. Les techniques de navigation, la cartographie. Cartographie. Cette discipline connut de grands développements avec par exemple Fra Mauro à Venise, dès le XVe siècle, qui correspondit avec Henri le Navigateur, ce qui permit aux explorateurs européens de partir à la découverte du monde. En retour, les explorations fournirent de nombreux relevés cartographiques qui firent avancer cette discipline. Projection de Mercator, géographe flamand en 1569 par exemple. Boussole, importée de Chine. Sextant. Il permit la navigation loin des côtes, donc les grandes découvertes. Caravelle. Ces navires permirent les grandes découvertes. On notera que des navigateurs chinois s'étaient déjà lancés vers l'Afrique dès 1415, amiral Huangbo. 3 endroits. Un changement structurel se produisit au XVIe siècle, avec le passage de la suzeraineté, société de type féodal, serment d'allégeance, à la souveraineté. Le roi contrôlait directement le royaume à l'aide d'une administration mieux structurée, surtout en France et en Espagne. Il s'agissait encore d'une administration très légère, puisqu'elle comptait environ 1500 fonctionnaires en France. Cette transformation a été en grande partie provoquée par les avancées techniques dans les systèmes d'armement. La portée des nouveaux canons rendait les châteaux forts inefficaces. Le système féodal dans lequel les seigneurs avaient des privilèges en échange d'un devoir de protection des sujets, devint caduc. Il fallut imaginer un système de droit adapté à la nouvelle forme de monarchie. Par ailleurs, en France, la langue française devint à cette époque la langue officielle du droit et de l'administration, grâce à l'édit de Villers-Cotterêts, François Ier 1539, qui vint appuyer la souveraineté du roi. Les théoriciens du droit furent Jean Bodin, juriste français. Machiavel. 4. Les échanges commerciaux.
Les échanges commerciaux en Méditerranée, amorcés après la période des croisades, continuèrent surtout depuis les ports italiens de Venise et Gênes. Ces républiques acquirent ainsi une grande puissance. La nouveauté vint, dès le XVe siècle, du contournement de l'Espagne par les grandes voies maritimes, délaissant les routes commerciales continentales traditionnelles, qui passaient par les anciennes foires de Champagne par exemple. La conséquence fut le déclin des foires de Champagne, très florissantes au Moyen Âge, et le développement dès le XVe siècle des grands ports d'Europe du Nord, Bruges, Londres, villes hanséatiques, qui devinrent en même temps des foyers d'activité culturelle importants. Alors que la France était encore en pleine guerre de Cent Ans, on assistait ainsi à des échanges entre les grandes villes d'Italie et les grands ports du nord de l'Europe, Bruges, Londres. La Bourgogne était également prospère. Au XVIe siècle, les puissances ibériques s'initièrent grâce aux grandes découvertes et permirent des échanges avec l'Afrique, l'Amérique centrale et du Sud, l'Inde, épices, l'Amérique du Nord, l'Extrême-Orient. 5. La lecture scientifique des textes fondamentaux. La première édition de la Bible apparut en 1455. Ces traductions en langue vernaculaire apparurent ensuite à des dates échelonnées, selon les différents pays. Les premiers textes imprimés concernaient assez souvent la religion, et ceci pendant une cinquantaine d'années. À partir du début du XVIe siècle, l'impression de textes profanes prit plus de place, ce qui explique le bouleversement des idées à cette époque. Il faut mentionner la Grande Charte anglaise, qui existait déjà depuis 1215. Il est fréquent de dire que durant la Renaissance, on s'intéressa de nouveau à l'Antiquité grecque et romaine, ce qui accompagna le mouvement intellectuel de l'humanisme surtout dans le domaine de l'éducation avec cet adage. 2. Éduquer, c'est d'abord instruire. C'est un principe humaniste, de nombreux traités pédagogiques paraissent. Erasme, suivi par Rabelais, insiste sur les vertus morales de l'instruction. Le maître doit dégager des textes étudiés, l'enseignement moral qu'il recèle. Il est à l'opposé de l'objectif médiéval, d'un Hugues de Saint-Victor par exemple, qui prescrivait de tout apprendre, car rien, estimait-il, n'est inutile lorsque l'on cherche la sagesse. L'érudition pure, l'accumulation des connaissances sont rejetées au profit de ce qui sert à l'élève faire plus sage et meilleur, Montaigne, de l'institution des enfants. Il convient surtout de former le jugement, car science sans conscience n'est que ruine de l'âme, dit Rabelais. Erasme à son tour va jusqu'à donner des règles de bonne tenue, comme se servir d'un mouchoir et se moucher en se détournant. Le corps est tout aussi concerné que l'esprit. Rabelais, Montaigne mettent l'accent sur l'exercice physique. Mais un vent nouveau va se lever et à Erasme, qui entend restaurer le passé et non produire du neuf, Francis Bacon répond bientôt que la science doit être tirée de la lumière de la nature, elle ne doit pas être retirée de l'obscurité de l'Antiquité. Pour Bacon, ce qui reste à faire est plus important que ce qui a été fait, qui se traduit dans cette étude par le triple combat de l'humanisme. 1. L'éducation. Dans la volonté de réaliser un modèle humain, l'humaniste porte un souci particulier à la formation de l'enfant, d'où les nombreux traités de pédagogie. Face aux universités sclérosées par le formalisme, le dogmatisme stérile de la scolastique, les humanistes prônent une éducation libérale caractérisée par le respect de la personnalité de l'enfant, le savant dosage entre effort intellectuel et jeu, la pratique des auteurs anciens, un dialogue fécond entre le maître et l'élève. 2. La religion. La redécouverte des valeurs morales encloses dans la littérature gréco-latine et l'affirmation d'une liberté de l'homme par la pensée ont souvent engendré des conflits avec l'Église et ses doctes attachés à la lettre de la tradition ou au ritualisme. En effet, l'humaniste pousse à une indépendance d'esprit, un libre examen des textes religieux qui sont vite perçus comme subversifs. Ainsi, l'imprimeur humaniste Doley sera brûlé comme hérétique et athée à Paris en 1546. 3. La politique. Caractérisée par l'amour du peuple, le pacifisme, l'esprit œcuménique et la volonté d'équilibre entre les pouvoirs, la pensée humaniste est également amenée à tenter d'influer sur les décisions politiques. Se considérant comme appartenant à la République des lettres, qui serait sans frontières, les humanistes les plus éminents font toujours passer les intérêts moraux et permanents avant les intérêts politiques, matériels et temporels. Mais quelle est maintenant la place de l'ordre social ? Humanisme, le contrat social.
Rousseau commence par un constat propre à son époque. L'homme est né libre et partout il est dans les fers. L'ordre social est sacré et sert de base à tous les autres, mais il n'est pas naturel, il repose sur des conventions. Rousseau place la famille comme origine des sociétés politiques. Le chef est le père et les enfants sont le peuple. Le lien qui unit la famille se dissout sitôt que les enfants n'ont plus besoin du père. Si le lien perdure, ce n'est plus naturellement mais par convention. Ce qui différencie l'état de la famille, c'est que dans la famille, l'amour du père paye des soins qu'il rend à ses enfants alors que dans l'État, le plaisir de commander supplée à cet amour que le chef n'a pas pour le peuple. Tout pouvoir humain ne serait pas établi en faveur des gouvernés, de là l'esclavage. Rousseau critique ceux qui, comme Hobbes et Caligula, estiment que les chefs sont d'une nature supérieure à celle de leur peuple. Aristote avant eux avait affirmé que les hommes ne sont point naturellement égaux, que certains naissent pour l'esclavage, d'autres pour la domination. Rousseau lui donne raison mais pense que c'est la lâcheté et la perte du désir de sortir des fers qui laissent les hommes dans l'esclavage. D'où certains arguments qui porteront aussi des contradictions telles que 1. Le droit du plus fort. Le fort, s'il veut rester maître, doit transformer sa force en droit et l'obéissance en devoir. S'il faut obéir par force, nul n'est besoin d'obéir par devoir. Le mot droit n'ajoute donc rien à la force. Toute autorité légitime parmi les hommes repose sur des conventions. Aliéner, c'est donner ou vendre. Le peuple se vante au roi, or renoncer à sa liberté, c'est renoncer à sa qualité d'homme, aux droits de l'humanité, même à ses devoirs et sans dédommagement. La guerre relève également de l'esclavage puisqu'elle n'est point une relation d'homme à homme, mais une relation d'État à État dans laquelle les particuliers ne sont ennemis qu'accidentellement. La guerre ne donne pas aux vainqueurs le droit de massacrer les peuples vaincus, ni de les asservir. Pour Rousseau, on a le droit de tuer l'ennemi que quand on ne peut le faire esclave. Le droit de le faire esclave ne vient donc pas du droit de le tuer. C'est donc un échange inique de lui faire acheter au prix de sa liberté sa vie sur laquelle on n'a aucun droit. Rousseau est souvent contradictoire dans le contrat social. Ici, il affirme qu'on a le droit de tuer l'ennemi mais qu'on n'a aucun droit sur la liberté de sa vie. Ces contradictions ont amené des interprétations paradoxales sur le rousseauisme. Rousseau va conclure en déclarant « Le droit d'esclavage est nul, non seulement parce qu'il est illégitime, mais parce qu'il est absurde et ne signifie rien. » Pour Rousseau, il existe toujours une grande différence entre soumettre une multitude et régir une société. Des hommes épars soumis à un seul représentent une agrégation mais pas une association, car il n'y a ni bien public ni corps politique. 2. Le pacte social. Le contrat social donne la solution au problème suivant. Trouver une forme d'association qui défende et protège de toute la force commune, la personne et les biens de chaque associé, et par laquelle chacun... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.